Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Club Pancho, délaissé de mes chroniqueurs habituels. Voilà, on est en période de vacances, donc on assure le taf, hein, même si on se retrouve seul derrière le micro, c'est pas grave. Le programme, il est quand même sacrément important, et puis surtout, l'OGC Nice a gagné le foot, 3-1 contre la Auxerre. On va y revenir en détail sur ce match, revenir sur les prestations individuelles, sur la prestation collective de l'OGC Nice. Il y a quand même eu beaucoup plus de positifs que lors des dernières sorties des dernières semaines. Et également revenir sur le mercato, puisque comme vous le savez, Jonathan Klaus n'ayant pas participé au match contre Auxerre est en partance du côté du Bayer Leverkusen. Et à l'heure où on se parle, eh bien, figurez-vous que le gym a repoussé une deuxième offre d'un montant de 12 millions d'euros. Grossièrement, le calcul qu'il faut faire, je pense, c'est se dire combien coûte aujourd'hui Jonathan Klaus à l'OGC Nice. De mémoire, il est situé aux alentours de 150 000 euros par mois. Il lui reste un an de contrat. Je crois qu'il avait signé pour 2 ans, voire plus une en option. Donc 150 000 euros sur 12 mois, ça fait du 1,8 million. On va arrondir à 2 millions d'euros. Et là, rentre en compte la valorisation de l'actif, la valorisation du joueur. Et Jonathan Klaus, aujourd'hui, sort d'une saison accomplie. Je crois que toute compétition confondue, il a 11 passes décisives, 3 buts sur l'exercice 2024-2025. Et surtout, il viendrait éventuellement dans un club, le Bayer Leverkusen, qui a perdu Jérémy Frimpong, qui a signé du côté de Liverpool pour remplacer Alexander Arnold. Et Leverkusen a l'habitude aussi de jouer avec des ailiers très offensifs. Sous Xabi Alonso, c'était des pistons. Donc là, il y a aussi une compatibilité par rapport au système qui fait que Klose est un joueur rare sur le marché. Un joueur voilà, qui a cette capacité de pouvoir animer un côté, de pouvoir être décisif, de pouvoir marquer des buts et il a un magnifique pied droit. Voilà, il a une qualité de pied assez formidable. Vous l'avez vu l'année dernière sur coup de pied arrêté, sur corner. Il a mis également un coup franc en préparation. Donc, sur le papier, en fait, que Leverkusen se tourne vers un profil comme Jonathan Klaus, c'est totalement logique. Et le challenge sportif, il est quand même très très intéressant. Leverkusen, bon, ça sort de 2 ans de Xabi Alonso où la première année, ils ont clairement marché sur la Bundes. Ils ont fait aussi un gros parcours en Coupe d'Allemagne et en Europa League. L'année suivante, bon, ils n'ont pas été autant rayonnants, mais ça reste pas moins quand même une équipe en Allemagne et même en Europe qui a quand même des références. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de débat sur est-ce qu'il est plus intéressant sportivement de rester à Nice ou d'aller au Bayer Leverkusen. La question ne se pose même pas. En termes de transfert, si Nice refuse un 12 millions d'euros, ça veut dire que potentiellement, il y a une volonté de Leverkusen d'avoir ce joueur et donc de faire monter les enchères. Déjà, moi je trouve que 12 millions d'euros, ce serait une vente hyper intéressante. Il avait été recruté aux alentours de 5 millions d'euros. Le gym ferait un x2, plus d'un x2 sur la vente un an après. C'est un joueur qui a 32 ans et qui va sur ses 33 ans, quelque chose comme ça. Bon, il est plutôt vers la fin que vers le début, mais c'est un joueur à l'instant T qui t'apporte des garanties sportives. Donc, à voir. Maintenant, bon, il y a le cas de la blessure diplomatique ou pas. Moi, j'ai pas spécialement envie de rentrer dans ce débat-là. Euh, Ça s'est vu et ça se reverra encore. Ces joueurs qui ne veulent pas prendre de risques. Alors on ne sait pas, peut-être qu'il est réellement blessé ou peut-être que justement il voulait se préserver en vue de ce transfert-là. La carrière de footballeur, elle se joue tellement sur des détails que en fait rien nous dit que s'il avait joué contre la GOCR et qu'il se fait les croisés, pof, transfert capoté et puis t'as pas la possibilité de jouer dans un grand club européen. Et c'est ce qui s'est fait aussi avec Guessant. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Sinayoko, il a déjà signé. Ben ouais, Sinayoko, il a déjà signé. Voilà, c'est la grosse différence, c'est que l'accord, il est déjà fait avec Lens. Et que quelque part, eh bien, qu'il joue ou qu'il ne joue pas, qu'il se blesse ou qu'il ne se blesse pas, ça sera un joueur du RC Lens. On va y venir sur Sinayoko parce que vraiment, le match individuel de Sinayoko
Et le match collectif de la JOCR, honnêtement, il a été très intéressant. Mais restons sur Joe Close un petit instant. Naturellement, on serait sur une perte sportive inestimable. Inestimable. Donc là, j'ai parlé de tous les éléments en compte dans ce transfert-là, mais parlons Nice, parlons club, puisque c'est ça qui nous intéresse. On est pour moi sur, l'année dernière, le joueur le plus régulier de la saison 2024-2025, le joueur qui a été blessé, je crois, allez, un mois et demi en fin d'année 2024, mais sinon qui a assuré toute la saison. On nous a parlé de ses carences défensives. Alors oui, en un contre un, c'est pas le meilleur défenseur, mais par contre, il a une capacité d'avoir une capacité d'interception grâce à ses appuis et à sentir le jeu aussi. Et puis voilà, une capacité offensive, on l'a déjà dit, de contre-attaquant très très intéressant et aussi intelligent. Voilà, c'est un joueur qui est intelligent, qui connaît le système. Donc bon, on se profile sur une nouvelle perte très importante pour l'OGC Nice. Après Guessant, après Laborde, après Bouka. Maintenant, moi j'ai envie de dire aussi que maintenant que tu sais que tu vas jouer l'Europa League, bah en fait, il a la possibilité de jouer avec des champions et surtout tu as la possibilité de vendre très très bien ton joueur. Je suis pas fan de le voir partir, surtout que tu construis rien, tu rases tout. Mais si Leverkusen pose 15 millions d'euros sur Jonathan Klaus aujourd'hui, est-ce que la décision la plus raisonnable, d'autant plus que le joueur semble vouloir partir, c'est pas de le laisser partir. Voilà. Dès que le joueur veut partir, je pense qu'il ne faut pas non plus aller contre ça. Mais on parlera plus en détail du mercato et du bilan parce que là, vous allez me trouver peut-être un peu positif, un peu optimiste. Je suis réaliste et factuel par rapport à ce qui est en train de se passer. Ce qui m'inquiète surtout par rapport à ça, c'est la doublure, enfin la doublure, le remplaçant plutôt qui est annoncé à Marie Traoré. Voilà, donc pour les suiveurs du championnat français, vous avez sans doute en tête son passage au Stade Rennais, capitaine, et ensuite il signe à la Real Sociedad. Il joue de mémoire contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, il y a de ça 1 an, 2 ans, mais j'avoue ne pas trop avoir suivi son parcours, et en fait, au-delà du joueur, on est sur un joueur qui a 32 ans aussi, 33 ans, à peu près le même âge que Klose, mais qui a un profil qui est différent, qui est beaucoup moins offensif. Il y a peut-être beaucoup plus de garanties défensives, mais j'ai du mal à le voir animer un couloir droit et avoir les capacités techniques de pouvoir être autant impactant et décisif qu'un Klose. Donc là aussi, et encore une fois, ça va être un peu le fil rouge de ce mercato, la cohérence. Voilà. Tu te positionnes sur Madi Camara, tu fais Salis Abdoul Samed. Ok. Tu te positionnes sur Sinayoko, tu fais Kevin Carlos, on va en parler, d'accord. Et là, tu vends Klos et tu te positionnes sur Amari Traoré. Bon, ceci étant dit, je n'ai pas une connaissance accrue d'Amari Traoré. Peut-être que, effectivement, il va me faire mentir et s'il signe à Nice, il va faire une saison statistiquement autant intéressante que celle qu'a pu faire Joe Klos. J'en doute, mais il faut quand même laisser la chance aux joueurs s'il venait à signer. On parle aussi d'Anthony Cassi, ancien joueur de Strasbourg, qui joue désormais du côté de Mayence en Bundesliga, et lui qui sort quand même d'une saison statistique plus aboutie, je crois avoir lu un but, 8 passes décisives. Donc là aussi, et puis il a quand même la capacité d'être polyvalent et de jouer sur les deux côtés. Donc là aussi, voilà, ça me paraît quand même sur le papier être une piste plus intéressante, d'autant plus, voilà, il connaît le championnat tout comme Amari Traoré, mais 28 ans, il lui reste 1 an de contrat. C'est un joueur qu'on pourra encore valoriser. Si jamais il nous sort 1 ou 2 saisons de haut niveau, à 30 ans, tu peux quand même valoriser un joueur. Tandis qu'Amari Traoré, bon, tu te dis que voilà, il vient faire 1 ou 2 saisons, mais qu'après il a 35 ans, et à 35 ans, bah, peut-être que son intention, ce sera d'aller récupérer un contrat juteux dans d'autres championnats mineurs. Également, une autre information, Thiago Gouveia, alors là c'est un média portugais qui parle bien d'un prêt avec option d'achat, clause d'achat obligatoire pour donc le joueur de Benfica, ailier polyvalent, droitier pouvant jouer à gauche ou à droite, voire même dans l'axe. Il a 24 ans, 1m76, droitier.
Je ne connais pas ce joueur. Ce qui m'intéresse par contre, c'est de me dire que si on le fait, on pourra refaire un numéro avec les copains de Avenia. Et ça me remplit de joie. Néanmoins, le joueur en lui-même, voilà, j'ai pas la connaissance, d'autant plus qu'il a très peu joué sur les dernières saisons. Donc, je ne peux pas vous en dire plus. Reste que, quand même, ça questionne sur le poste. Aujourd'hui, tu as quand même dans ce secteur de jeu Jérémy Boga, on va en reparler. Tu as du Badreddine Boualani, tu as du Isaac Jansson, tu as du Mohamed Ali Chaud. Voilà. Tu as également du Sofiane Diop. Bon, je, hors départ, je comprends pas trop la piste. Est-ce que ça impliquera un départ de Boga? Est-ce que ça impliquera, voilà, peut-être, ou alors une venue supplémentaire et un show beaucoup plus axial? J'ai du mal à l'imaginer aussi, mais bon, en tout cas, ça a l'air quand même d'être une source plutôt fiable du côté du Portugal. Donc à voir dans tous les cas. Comme d'habitude, on fera un numéro pour apprendre à le connaître et surtout comprendre un peu la logique derrière tout ça. Passons au match, désormais. Victoire 3 buts à 1, on l'a dit, des buts de Jérémy Boga, d'Akpa contre son camp, de Terem Offi pour l'OGC Nice, et forcément un but de Sinayoko pour la JOCR, c'était écrit. Euh, bon, la tournure du match euh, dans le scénario a eu un impact important suite au rouge de Donovan Léon. Hein. Allez voir cette action où il a complètement découpé Isaac Jansson. Voilà, aux alentours de la 42e, 43e minute de jeu en première mi-temps. Donc c'est vrai que à ce moment-là, il y a 2-1 pour Nice. Tu arrives en deuxième mi-temps avec voilà, l'avantage numérique. Il ne fallait pas faire d'erreur, il ne fallait pas être pénalisé, il fallait bénéficier de cet avantage. On l'a plutôt bien fait et je trouve que c'est une victoire quand même qui fait du bien, qui débloque les compteurs, que ce soit le compteur de buts, le compteur de points. Parce que mine de rien, on était sur 3 matchs officiels sans victoire, 3 matchs officiels sans marquer de but, avec seulement 5 tirs cadrés. Donc il y avait quand même voilà, un certain doute par rapport à ça. Et honnêtement, le match, il a super bien démarré, une entame vraiment hyper intéressante sur laquelle on va revenir. Mais avant, quand même, la composition, parce qu'il y a eu quand même des choix intéressants, je trouve. Déjà, le fait de mettre Badreddine Boualani sur le banc et d'intégrer Jérémy Boga, Jansson passant à droite et Boga à gauche, donc dans son secteur de jeu préférentiel. Première titularisation également de Salis Abdoul Samed en double pivot avec Hichem Boudaoui, on y viendra aussi. Et Louché, voilà, a pris cette position de piston droit qu'il avait déjà occupé, mais on avait cru comprendre quand même sur le début de saison qu'il était considéré comme étant milieu de terrain dans l'esprit de Francaise. Bon, en tout cas, il a donné quand même des éléments de réponse, je trouve, dans la copie, puisqu'il était quand même auteur de 2 passes décisives, et pas des moindres, honnêtement. Un sacré pied aussi, le Tom Louché. Et la première aussi de Kevin Carlos, devant, en lieu et place de Terem Moffi. Un match très ouvert, donc je le disais, et une entame, voilà, marquée par ce but de Jérémy Boga, qui est passé par toutes les émotions, j'ai envie de dire, ces dernières semaines, annoncé sur le départ. En préparation, il était dans l'équipe B. Il y a eu ce transfert avorté en Turquie. La possibilité de récupérer Baptista Mendy, finalement, on l'a pas eu. Bon, finalement, il reste à Nice, là, à l'heure où on se parle, à une semaine de la fin du mercato. Euh, voilà, c'est un joueur qui a été quand même pas mal bousculé, je pense, autant par les supporters que même la direction, finalement, de dire, bah, aujourd'hui, voilà, tu nous garantis plus ce que tu avais pu nous garantir la première année sous Farioli. Et quelque part, le voir marquer et le voir entreprenant, alors c'est toujours pareil avec Jérémy Boga. J'ai toujours dit ici que c'était un joueur différent et avec des qualités techniques
unique. Vraiment, une conduite de balle et une capacité d'élimination vraiment exceptionnelle, mais par contre, sur courant alternatif. C'est-à-dire que c'est un joueur qui, par définition, est un peu soliste. Voilà, des grosses capacités individuelles, mais je trouve qu'il a beaucoup de mal à, à s'intégrer dans le collectif. Voilà, à se mettre un peu dans cette. À se mettre un peu au diapason. C'est-à-dire que des fois, il va être totalement transparent, et puis paf, il va récupérer le ballon, etc. Lorsqu'on compare le match de Isaac Jansson, qui est très très actif, honnêtement, j'adore. Moi, j'adore. Jansson, alors, il rate des choses, mais la débauche d'énergie, voilà, les replacements, tout, et puis tout à fond. Tout ce qu'il entreprend, c'est à fond. Là, on le met à droite, on le met à droite, ok. Moi, j'aime beaucoup, il provoque le rouge de Donovan Léon. Ça ne stade pas pour l'instant. Il était pas loin de marquer en première mi-temps. Mais voilà, je pense que Boga, j'apprécierais, moi, en tout cas, qu'il soit moins sur courant alternatif. Pas tant qu'il réussisse tout ce qu'il entreprend, parce que par définition, c'est un joueur qui prend des risques, qui est beaucoup dans la provocation, dans le dribble, donc il ne va pas tout réussir. Par contre, euh, des fois, on a le sentiment voilà, qu'il disparaît, ou voilà, qui pourrait se faire voir aussi d'un retour défensif, d'une compensation, voilà. Mais en tout cas, ça m'a fait quand même plaisir de le voir marquer. Le but, il est magnifique. Le centre de Loucher, la zone, elle est trouvée mais parfaitement. Voilà, le ballon, il est parfait. Il n'y a pas de hors-jeu. Boga qui met son pied gauche en évidence et qui termine. Et la célébration. La célébration. Alors moi, voilà, je sais que c'est peut-être un détail, que ça n'apportera rien au résultat final, mais lorsque les joueurs fêtent leur but d'une manière rageante comme ça, eh ben moi ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Vous allez me dire, ouais, c'est peut-être que de la communication, etc. Ouais, non, non, non. Moi, quand tu marques un but, nous on est fans de foot, on s'est toujours imaginé de marquer un but devant 35, 40, 50 000 personnes à l'époque du Ré. On a toujours imaginé vivre ça. Lorsque tu fais tes petites célébrations, alors j'ai en tête certaines, mais je vais pas les citer, où tu es là, bon, t'es un beau gars, là ça tape le cœur, ça vient devant la Sud, et ouais, en fait. Parce que c'est un joueur aujourd'hui qui est sous contrat chez nous, et c'est un joueur qui a été décisif, puisqu'il est également sur le deuxième but contre son camp de Clément Akpa. Et voilà, il a aussi le bon timing de passe à ce moment-là. Il met le ballon dans le bon endroit. Et puis, si c'est pas Akpa qui la prend, il y avait Kevin Carlos dessus. Et c'est à ce moment-là que ça fait 2-1. Mine de rien, cette première mi-temps, on a souffert. Il faut pas avoir peur de le dire. On a clairement souffert, je trouve, dès l'ouverture du score. La GOCR a pris le contrôle du jeu. Et je dois dire que je trouve, enfin, c'est une équipe qui joue au ballon, quoi. Qui a peut-être pas les armes pour viser, on va dire, les places européennes ou même les armes financières aujourd'hui pour aller plus haut que ça. Mais en tout cas, j'ai trouvé que sur la première mi-temps, dès lors qu'on avait marqué, ils nous avaient mis une leçon en fait, en jouant haut, en récupérant des ballons, et puis en étant entreprenant, voilà, avec peu de déchets quand même. L'égalisation de Sinayoko, elle est logique, puisque juste avant, tu as Diouf qui fait des arrêts, mais monstrueux, monstrueux, spectaculaires, des doubles arrêts, des... Vraiment... Alors, attention, honnêtement, sur sa ligne, des arrêts comme ça et l'agilité. Non, je vais pas le dire. Je vais pas le dire, mais c'est un gardien qu'on appelait le chat à l'époque. Voilà, donc. Mais non, mais j'adore le style en fait. J'adore le style. Et il retarde les chances à ce moment-là. Sinayoko marque. Et c'est logique en fait à ce moment-là de la rencontre. Et la chance qu'on a, c'est qu'on marque le 2-1 rapidement et que 10 minutes après, t'as le rouge de Donovan Léon et là le match il a basculé. Il a basculé totalement parce que tu rentres à la mi-temps à 2-1 avec le gardien qui a expulsé, t'es obligé de faire sortir un défenseur donc il chamboule le système tactique à ce moment-là et
le match il a totalement basculé. Concernant la prestation collective, je l'ai dit, hein, Francaise a parlé d'imperfection, je trouve que c'est le terme. En fait, elle était cohérente, cette prestation. Elle était intéressante sur certains points. Il y a eu un- une énergie collective qu'on n'avait pas vue depuis le début de saison. Et je pense vraiment qu'à l'instant T, on doit pouvoir se satisfaire aussi de ça. C'est-à-dire que l'équipe est en rodage, il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés, il y a des joueurs qui ne sont pas encore à 100%. Et voilà, aujourd'hui, gagner 3 buts à 1 contre la Auxerre, voilà, c'était pas une, ce n'était pas un match référence, mais c'est de bon augure pour la suite si on arrive justement à, à faire fructifier voilà, ces bonnes séquences et ces automatismes qui sont en train de naître. Et puis globalement, ce match, très intéressant et très plaisant. Je pense qu'un supporter lambda qui s'est mis devant Nice-Auxerre, bah, il s'est régalé. Honnêtement, 16 tirs pour Nice, 6 cadrés, 12 tirs pour Auxerre, 8 cadrés, un poteau chacun. Euh, je trouve que c'était une partie qui était extrêmement plaisante. Et ça, il faut aussi le noter. Voilà. Contre Nice-Toulouse, c'était horrible. Horrible. Et là, honnêtement, on a vu deux équipes qui se rendaient coup pour coup. Et à 11 contre 11, ça termine sûrement pas à 3-1. Ça terminerait sans doute sur un match nul 2-2. Tant Auxerre, en fait, était par moment au-dessus de nous, parce qu'il faut le dire. Je vais citer désormais Francaise en conférence de presse d'après-match. Plein d'imperfections, mais il y a eu de l'énergie. Ceux qui ont joué et ceux qui sont rentrés ont plutôt fait de bonnes choses. Je suis satisfait de l'état d'esprit et au sujet des joueurs. Rosario, j'espère l'avoir le plus longtemps possible. Boga, tant qu'il est là, s'il joue à ce niveau, il postule comme titulaire. La concurrence est bonne pour tout le monde. Et ça, honnêtement, on le voit, hein. Lorsque tu as la capacité de faire rentrer en cours de match Terem Moffi, Sofiane Diop, Pablo Rosario, Buonani, voilà, que tu peux faire rentrer ce genre de joueur, eh bien, voilà, il y a eu le petit aussi Hamza Koutoun. Je le compte pas parce que c'est encore un peu. C'est jeune, c'est encore un peu tendre, mais c'est surtout parce que potentiellement on le verra moins cette saison si on considère qu'il y aura une recrue à la place de Jonathan Klaus. Mais en tout cas, intéressant aussi ce choix-là. Donc Boga, je l'ai dit, hein. Aujourd'hui, voilà, hein, c'est encore un joueur de l'OGC Nice. Euh, tout comme Pablo Rosario. Et justement, donc, ça bascule un peu sur le milieu de terrain. On va parler du match de Salis Abdoul Samed. En fait, lorsqu'il a été décrit comme joueur d'équilibre, j'ai compris. J'ai compris parce que dans l'organisation, j'ai retrouvé l'organisation du milieu de terrain qu'on avait vu l'année dernière. Euh, Énormément, avec justement Boudaoui en pointe un peu plus reculée, pointe basse, et un Dombélé en électron libre devant lui qui a justement cette capacité lorsqu'on a le ballon à être beaucoup plus attiré par le but adverse. C'est un peu ce qu'on a vu hier. C'est-à-dire que Abdoul Samed justement a cette tâche voilà, de régulateur devant la défense où il sort très rarement de cette zone-là. Il laisse Boudaoui justement tenir le ballon. On a vu Abdoul Samed tenter, mais le poste veut ça et je pense aussi ses capacités physiques à l'instant T ne lui permettent pas justement de créer du danger. De créer du danger. Mais en tout cas, voilà, il y a cette volonté de retrouver un équilibre sur ce milieu de terrain-là, parce qu'on sait que le football de Francaise est un football qui est énergivore, qui est offensif, et que ce milieu de terrain-là était énormément en souffrance sur le début de saison, énormément, parce que c'est ce milieu de terrain-là qui doit tantôt apporter de la présence offensive, créer des décalages, proposer des solutions à la relance, venir fermer les portes pour créer des interceptions. C'est voilà une doublette qui est essentielle. Tout n'a pas été parfait, honnêtement. Il y a eu des moments où on était vraiment sur la rupture, mais j'ai trouvé quand même en première mi-temps, alors qu'on était en souffrance, on n'a jamais été vraiment
en, en rupture. Voilà, Diouf nous fait le taf, mais à voir. À voir, en tout cas, c'est intéressant, je trouve, pour la suite. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir un Hichem Boudaoui capable de jouer un cran plus haut. Euh, on sait que Ndombele va revenir d'ici quelques semaines. On sait que c'est un joueur différent, c'est sans doute le meilleur joueur de notre effectif à l'heure actuelle. On a vu qu'un embryon de ses capacités l'année dernière, mais en tout cas, on a vu des images un peu euh, à l'entraînement, on voit qu'il a l'air fit, il s'est fait opérer de sa pubalgie, donc c'est derrière lui, ça faisait 3 ans qu'il se l'a traîné. Euh, donc, euh, donc moi, je trouve ça intéressant de voir Boudaoui un cran plus haut et qui risque de retrouver ce poste un cran plus bas lorsque Ndombele viendra. Ça montre que le joueur, il est intelligent et qui s'adapte en fonction du contexte dans lequel il évolue. Et ça, honnêtement, Boudaoui, depuis qu'il est à Nice, il n'a pas été tout le temps mis dans les meilleures dispositions. Tantôt box-to-box, tantôt milieu droit, tantôt piston droit sous Vieira, tantôt sentinelle, tantôt dans un milieu à 3, dans un milieu à 2. Là, voilà. Et je pense que vraiment, ça lui a freiné considérablement sa progression. Là, ça fait quand même du bien pour nous supporters, pour les joueurs et pour le club, et pour Boudaoui, d'avoir une continuité dans le système et dans le coach avec lequel il évolue. Et moi, j'ai trouvé hier qu'il a été très bon. Il a été très bon, et même, tu le vois, dans la confiance des coéquipiers. Ah, tu donnes le ballon à Boudaoui parce que tu sais que de toute manière, il ne le perdra pas. Alors bien sûr, Boudaoui, on l'a jamais vraiment épargné dans cette émission, parce que c'est un joueur qui a été pendant longtemps frustrant, et on se disait, quel est son plafond? Qu'est-il capable de faire de plus qu'il ne fait pas? Alors peut-être que justement c'est un excellent joueur d'équipe, mais c'est peut-être pas le leader qu'on attendait. Or, là, franchement, il est dans la continuité de la saison dernière, et j'apprécie la version que je vois de Boudaoui. Et voilà, avoir l'intelligence de pouvoir switcher de rôle, de poste facilement et en le faisant bien, parce que hier il est quand même à l'origine de l'expulsion de Donovan Léon, c'est lui qui met le ballon pour Jansson, il a cette inspiration en deuxième sur la talonnade pour Barr, ça m'a fait penser, bien sûr, toute proportion gardée, Zinedine Zidane, Lizarazu, Euro 2000, pour les plus anciens. Voilà, toute proportion gardée, bien sûr. Euh, mais, euh, mais moi, j'aimerais quand même dire que dans cette période où euh, collectivement on a été défaillant, bah lui, en fait, il s'est rarement caché sur les 4 premiers matchs de la saison, même s'il a été absent contre Toulouse. Non, de retour contre Toulouse et absent contre Benfica au retour. Donc voilà, un joueur qui est clivant, je pense, encore dans la communauté OGC Nice, mais sur lequel Francaise compte énormément et qui progresse en fait. Et qui progresse. Donc ça, c'est intéressant. J'aimerais également mentionner la défense centrale, qui est pour moi le point un peu négatif de ce match-là, puisque on avait de nouveau Opong, Djoumaba, Antoine Mendy alignés, et il y a toujours cette volonté effectivement de repartir de derrière, de créer des circuits de passes. Alors là, on a vu que Loucher venait chercher beaucoup intérieur lorsqu'on a été en balle arrêtée, justement pour créer une solution et venir en soutien et en support justement de Salis Abdoul Samed pour proposer une solution dans l'axe. Il n'empêche que, stat à l'appui, Mendy, c'est 11 pertes de balles, Ba, c'est 8 pertes de balles, et Opong, c'est 3 pertes de balles. Vous additionnez toutes les pertes de balles de ces 3 joueurs, et ça fait 22 pertes de balles. C'est hyper important, mais paradoxalement, il y a quand même cette notion de duel. Et là, c'est là où c'est très, comment dirais-je, contradictoire. C'est-à-dire que techniquement,
il y a justement ces défaillances-là qu'on connaît et ces ballons perdus. Mais à côté de ça, Mendy, 12 duels gagnés sur 13 disputés, au sol et en l'air, pour 101 ballons négociés. Djoumaba, 6 duels sur 7 gagnés de la tête, mais 1 sur 4 au sol. Et ça, je pense que vous l'avez sans doute vu du stade ou en vidéo, bien plus à l'aise avec sa tête qu'avec ses pieds. La grande taille, le gabarit, par moments il est lourd en termes de coordination, c'est un peu compliqué. Je crois que c'est en deuxième mi-temps, à un moment il se fait emmêler, il fait une mauvaise relance de la tête, il fait faute derrière, je crois que c'est le moment où il prend un carton jaune. Euh, on sent que c'est rude. Honnêtement, c'est celui derrière qui me rassure le moins, alors que c'est censé être celui avec un peu plus de garantie vis-à-vis de ce qu'il a fait du côté du RC Lens et vis-à-vis qu'Antoine Mendy soit un joueur qui cherche aussi voilà, des références. Et puis Opong, tout simplement, le step entre D1 suédoise et Ligue 1. Et puis Opong, 4 duels sur 9 et seulement 3 pertes de balles. Et puis, à l'origine du deuxième but, ne l'oublions pas, c'est lui qui récupère le ballon avec un tacle. Moi, il me fait penser vraiment à Rapam. La technique de tacle, vraiment, mais très décisive, hein. Autant sur le deuxième but, c'est lui qui transmet à Jérémy Boga, qui met le ballon pour Kevin Carlos, et ensuite vient le deuxième but. Il y a le sauvetage aussi sur la ligne. Je trouve qu'il a vraiment une qualité de tacle très intéressante, et les joueurs sont complémentaires. C'est là où il y a quand même une notion un peu de potentiel et en même temps d'équilibre. C'est-à-dire que tu as Opong qui est à l'aise balle au pied, qui est quand même assez rapide et qui a une très très belle qualité de tacle qui peut compenser le fait que des fois tu peux être pris. Djoumaba, excellent joueur de tête, et Mendy, excellent sur l'homme, vraiment stopper dans l'âme, très très fort, très rapide, mais limite. Justement, vous avez ces deux actions en tête, je pense. Moi, j'ai surtout celle de la première mi-temps où c'est très très litigieux. Il peut être à la limite des fois. Et ça, il va falloir canaliser parce que physiquement, c'est un monstre. Il va vite. Et il faut aussi qu'il arrive à se servir de son corps et à bien calibrer aussi l'énergie qu'il va mettre. C'est encore un jeune joueur. Mais voilà, on attend de lui aussi du progrès parce que aujourd'hui c'est le titulaire en défense centrale, au regard aussi des blessures, etc. Mais c'est un joueur sur lequel on doit miser, du moins en tout cas c'est le choix qui a été fait pour garder aussi ce système-là. Euh, J'en ai parlé un peu tout à l'heure, Yevan Diouf, grand match. On parle beaucoup, alors c'est Ligue 1 Plus qui a parlé de Tom Louchet comme étant l'homme du match. Avec ses 2 passes décisives, honnêtement, ça c'est pas loin d'être Diouf, du moins au moment où il fait les arrêts et l'impact que ça a eu sur le match, incroyable. Incroyable le match de Yevan Diouf, qui était voilà un peu, je vais pas dire chahuté, mais voilà, l'erreur contre Toulouse qui amène une grosse situation. Les matchs où on se disait, bon, euh, il faut lui laisser le temps aussi, je pense. Signal au GC Nice par rapport à Reims, il y a quand même un step. Il y a, je pense, des attentes. Il va découvrir l'Europe. Voilà, j'ai pas de doute sur le fait que la marche, elle est pas trop haute pour lui. Elle arrive sans doute à un bon moment. Et puis le style, le style, alors c'est très très subjectif, mais l'agilité, les arrêts, il fait des arrêts décisifs sur ce match. Et il a aussi eu son mot à dire dans cette rencontre. Et puis voilà, rien de plus à dire sur Diouf, qu'il continue comme ça, à être également rassurant dans les airs. Ça, c'est aussi un élément important. On va parler maintenant des pistons, en commençant par Tom Louchet, qui était naturellement programmé pour être titulaire sur ce match-là au regard de l'absence de Jonathan Klaus. Je l'ai trouvé excellent. Alors, excellent par rapport au fait que il a été décisif, forcément, c'est un élément qui est important. Euh, mais ne pas oublier aussi la physionomie du match.
Ne pas oublier aussi le fait que tu joues quand même une deuxième mi-temps à 1 de moins. T'es pas non plus ultra souverain. Et lorsque je vois Loucher sortir à 10 minutes de la fin, cramé, on sent vraiment qu'il était exténué, je me dis que il peut rendre des services et il peut être bon, voire très bon. Mais en fait, il a les qualités pour justement jouer piston droit. Il n'a pas suffisamment d'attributs, je pense, pour être fort dans ce double pivot. Mais le manque d'attributs qu'il a lui permet, je pense, d'être une bonne alternative dans ce rôle de piston droit. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais en gros, sa qualité de pied, le fait qu'il ait une bonne qualité technique quand même, le fait qu'il puisse justement rentrer dans le cœur du jeu et apporter une solution des fois dans les relances, parce qu'on voit que des fois, pour repartir court, c'est compliqué. Voilà, il apporte une variante à ce poste-là, mais ça reste quand même des qualités différentes de celles de Jonathan Klaus, où Klaus, excusez-moi, euh, peut justement créer un décalage, peut apporter de la vitesse, apporter du jeu en combinaison. Et c'est vrai que Loucher, il n'a pas ces qualités-là. Enfin, je veux dire, c'est un joueur qui, même factuellement, on ne peut pas comparer un Klose avec un Loucher, même après ce match-là. Loucher a été très bon hier, sans doute homme du match, mais c'est une doublure. Qu'on ne soit pas dicté par la culture de l'instant en disant Tom Loucher titulaire à droite, pas trop mal ça. Non, 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 faut arrêter. Faut arrêter. On peut pas se dire qu'on remplace notre meilleur joueur, l'un de nos meilleurs joueurs, par sa doublure qui, au début de saison, jouait milieu de terrain parce qu'on ne sait pas réellement où est-ce qu'il peut jouer. Voilà, faut pas l'oublier non plus, quoi. Melvin Barr, je sais pas trop quoi penser de son match. Avec le brassard, encore un. Je le trouve un peu en dedans, franchement. Je le trouve moins à l'aise, moins percutant. J'ai pas d'image en tête où je me suis dit, t'as Melvin quoi. Alors bien sûr, le brassard, ça fait quelque chose. Du moins, moi j'apprécie de le voir avec le brassard. Est-ce que c'est trop lourd pour lui ou pas? On ne sait pas exactement, du moins je ne le sais pas. Mais je le trouve un peu en dedans, voilà. On sait qu'il y avait ces rumeurs de départ. Est-ce que ça joue sur lui? Je J'arrive pas vraiment à savoir. Mais je trouve que parmi les leaders, et j'en avais déjà parlé après Toulouse, je crois, du moins ensemble, dans l'émission, mais je trouve que c'est un peu le joueur qui est en dedans sur ce début de saison. Et ça me plaît pas. Ça me plaît pas parce que un bar investi, un bar présent, ça reste quand même, enfin je sais pas, c'est un peu l'âme, je trouve, de cette équipe. Du moins, voilà, le côté ne rien lâcher, le côté déterminant, etc. Donc, bon, à voir, mais à l'instant T, encore une fois, au moment où on se parle, et on est seulement à la deuxième journée de championnat, quatrième match officiel de la saison, je ne sais pas exactement ce qui va advenir de sa situation contractuelle, mais je ne suis pas vraiment rassuré aujourd'hui par ses performances sportives. On n'a pas parlé de la ligne offensive, et la première de Kevin Carlos. Messieurs, dames, Kevin Carlos. Non, mais sans. Je me suis questionné tout le match. Je me dis, mais il me fait penser à quelqu'un. Et en fait, j'ai trouvé Hulk. C'est Hulk, le gars. 1m86, 98 kilos. Allez le découvrir dans le numéro qu'on a fait avec Maxime Char. Alors, j'ai trouvé que sa première, je crois que S parle d'une première intéressante. Moi, j'ai trouvé effectivement intéressant. J'ai pas mal de choses à dire sur lui. Par quoi commencer? Je trouve qu'il a vraiment pesé sur la défense. Aligner deux ailiers comme Jansson et Boga, quand tu as un mec comme lui, c'est bien. Parce que c'est un joueur qui est assez complet, mine de rien. Il a cette dimension physique où il envoie un coup d'épaule, le type il te le détruit. Le duel avec Sierralta, je crois que c'est ça le nom du joueur.
C'était un match dans le match, c'était vraiment très intéressant à suivre. Donc il peut libérer des espaces, il y a quand même des courses dans la profondeur. Il a failli d'ailleurs marquer juste avant sa sortie une frappe qu'il doit au moins cadrer par rapport à la distance du but à ce moment-là. C'est un joueur qui a fait quand même la préparation avec le FC Bâle, qui avait commencé la saison 25-26, donc ça aussi c'est un élément important. C'est-à-dire que si ça se trouve, il est plus prêt physiquement qu'un Terem Moffi, voilà, puisqu'il n'a pas connu de longues périodes de blessures comme Terem. Par contre, c'est un joueur voilà, qui ne lâche rien, qui a une grosse détermination. Il a ce vice aussi que vous avez vu en fin de première mi-temps. Moi, j'ai adoré ça, cet élément-là, vraiment. Tu te dis quand c'est contre toi, c'est détestable. Mais quand le gars, il le fait pour toi, tu sais qu'il n'y a pas penalty. Mais tu te dis, rien que le fait qu'il mette le doute dans l'arbitre, dans la tête de l'arbitre, ah ben, moi, j'apprécie parce que ça, cette équipe manque de vice et par moments d'intelligence. Et je trouve que c'est une preuve d'intelligence que de jouer comme ça. On voit que c'est un joueur qui est très expressif et c'est un espagnol. Donc il y a aussi, je pense, une mentalité propre aussi à ses origines où tu te dis que le mec, en fait, comment dire, il a cette détermination, il a ce côté je me bats pour le maillot, je fais pas semblant. Ça fait peut-être un peu cliché de dire ça, mais il fait pas semblant, quoi. Il fait pas semblant. Et ça, j'ai apprécié. Par contre, techniquement, alors, il mettra, je l'espère, sa petite dizaine de buts, mais on n'aura pas vraiment une alternative, et on l'a vu, à Terem Moffi dans le profil de l'attaquant. Et je viens justement à faire le parallèle avec Sinayoko. Je comprends pourquoi on était sur Sinayoko. Et j'avoue que pendant le match, mis à part son but qui était très beau, enfin techniquement parfait, c'est quand même un sacré joueur le Sinayoko. On a vu sur ce match-là, pied gauche, pied droit, conduite de balle, aucun problème pour se procurer des occasions tout seul. Je comprends pourquoi on est allé vers cet attaquant-là. Ce que je comprends moins, c'est pourquoi on a signé Kevin Carlos comme solution alternative, puisque c'est pas du tout les mêmes qualités. On voit que, on voit que techniquement, Kevin Carlos, dans les petits espaces, dans le petit jeu, etc., c'est pas un joueur qui va pouvoir te faire une différence balle au pied. C'est un joueur qui va jouer en remise, qui va te créer de l'espace, qui va prendre la profondeur, qui va gagner des duels. Parce que ça aussi, on l'a vu beaucoup en première mi-temps. J'ai pas les stats de ces duels gagnés, j'aurais dû les récupérer. Mais il a plusieurs fois gagné des duels. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve que Mofi, même avant sa blessure, avait du mal à faire. Et ça permettait justement d'avoir des alternatives à la relance. Au lieu des fois de chercher court, parce que tu es bloqué, tu peux pas forcément, tu allonges sur Carlos et ça te permet justement de gagner des duels. Parce que le jeu aérien est une de ses forces, malgré le fait qu'il ne fasse entre guillemets que 1m86, c'est une de ses forces voilà, de marquer de la tête. Mais en tout cas, je trouve que c'était une première qui était intéressante. Dommage que ce soit Akpa qui ait mis le CSC, j'ai cru que c'était lui au départ. Mais pour une première, c'est un joueur qui va apporter quelque chose. Juste encore une fois, alors vous allez dire, ouais, t'es aigri, etc. Je comprends pas trop le profil de l'attaquant par rapport à ce qu'on a déjà. Voilà. Voilà. C'est un peu ce que je disais en début d'émission et on fera de toute manière une émission spéciale Mercato. On fera ça, je l'espère, en live. Comme ça, on va pouvoir interagir ensemble. Mais j'ai l'impression que c'est pas une recherche par rapport à des attributs. C'est, voilà, le mec plante quelques buts. Alors, il a mis 24 buts en 2 ans en Suisse. Mais le truc, c'est qu'en fait, bon, Mofi, alors il a marqué, effectivement, sur la deuxième passe décisive de Loucher, mais Mofi, on le connaît. Le gars, il va pas avoir une maîtrise technique
et un profil autosuffisant. C'est un élément important ça. Un profil autosuffisant que pouvait être Evan Guessant. Evan Guessant, on était dépendant de lui quand il était justement un peu plus loin de la ligne de but, entre, on va dire, la ligne médiane et les 30 mètres, et qu'il arrivait à se retourner. Il était dos au jeu, il se retournait, et là tu savais qu'il allait avoir quelque chose. Tu savais qu'il allait faire une différence, qu'il allait aller au but, qu'il allait faire une passe, qu'il allait chercher un relais. Aujourd'hui, euh, Boga peut te créer des différences individuellement. On manque de joueurs, pour moi, vous allez me dire ce que vous allez en penser, mais de créer des différences seul. Et je comprends pourquoi Sinayuko était visé, parce que il lui faut peu d'espace pour se créer des occasions. Donc voilà, sur ce que j'avais à dire. Je finirai quand même sur les entrants. J'ai parlé un peu de Terem Moffi, l'entrée de Pablo Rosario, là aussi, hein. On a parlé du cas Jérémy Boga, pas loin de partir, Rosario, FC Porto, Arabie Saoudite, on ne sait pas, peut-être que même il sera amené à partir, mais on aurait quand même pu avoir un Pablo Rosario contre Benfica. Voilà, on aurait pu quand même avoir un Pablo Rosario contre Toulouse, parce que franchement, c'est un joueur, tu te dis, c'est pas le meilleur footballeur, mais l'intelligence de jeu, dans l'intelligence de placement et la manière avec laquelle il est rentré dans ce match, bah, c'est pas un joueur qui a fait semblant, quoi. C'est pas un joueur anodin, et c'est un joueur que oui, il lui reste un an de contrat, donc techniquement, si tu veux en tirer quelque chose, il faut le vendre maintenant. Mais c'est un joueur que tu vas avoir du mal à remplacer. Lorsque Florian Maurice te dit, il y a 3 semaines, un mois, au milieu de terrain, on recherche un profil physique pour apporter un élément, des caractéristiques différentes dans ce milieu de terrain-là, bon, on est le 24 août, est-ce que finalement, c'est un avis, hein, tu l'aurais pas, ce milieu de terrain-là. Parce que Rosario, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un soldat. Et peu importe l'entraîneur avec lequel il a joué, il a terminé titulaire. Farioli, il termine titulaire avec un Youssouf en surpoids, souvenez-vous. L'année dernière, il termine titulaire en doublette avec Boudaoui, et c'était Santa Maria qui était numéro 3 milieu de terrain. Il a toujours su faire inverser la tendance. Et ça, honnêtement, quoi qu'on pense du joueur, du profil, de ses carences, etc., ben, je trouve que c'est respectable. Et c'est un joueur qui a toujours respecté le maillot. Et là, vous allez me dire, ouais, mais il n'a pas joué, etc. Il était prêt à partir. Honnêtement, ça, je ne juge pas. Parce qu'encore une fois, comme Joe Kloss, il y a tellement d'éléments qui se jouent lors d'un transfert, d'éléments importants dans la vie d'un joueur, dans une carrière qui dure 10-15 ans à l'échelle d'une vie. C'est pas grand chose non plus. Donc voilà, les entrants également. Bon, Coutou n'a trop peu joué pour que je puisse en parler. J'ai parlé de Mofi. Il y a eu Buonani, Diop, rentrée intéressante. Là aussi, dans un profil où justement, du moins dans un contexte de match où tu as un peu plus besoin de tenir le ballon, d'avoir justement cette touche technique, de jouer moins en transition, mais d'être un peu plus dans la conservation. Il a failli être auteur d'une passe décisive, pied gauche, là, l'inspiration de Mofi de laisser passer entre les jambes à la Victor Agali, Louis II. But de Vairua, vous l'avez. Boudaoui qui passe derrière, et puis tu as le retour de l'Auxerrois. Une bonne rentrée. Reste que Buonani, bah, il n'est pas rentré le couteau entre les dents. Il n'est pas rentré en se disant que sa situation était en danger. Et il n'est pas rentré en se disant qu'il avait été déclassé sur ce match-là. Il n'est pas rentré, je trouve, avec un état d'esprit euh, où on s'est dit que le petit il a envie. Non, Rosario, il est rentré, on s'est dit, bah en fait, il aurait dû démarrer.
Abdou Samed, il n'est pas à 100%, Rosario rentre. Bon, Mofi, c'est encore différent. Diop, tu te dis, bon, Boga fait quand même son match, malgré le fait que ce soit irrégulier, mais quand même, là, Buonani, mais Jansson, il est comme ça. Hein. Jansson, c'est peut-être pas techniquement aussi propre que Bonani, mais par contre, en termes d'envie, de détermination et ce qu'il met sur le terrain, je pense que Bonani, des fois, il a besoin de se faire mal. Alors, je ne sais pas comment l'imager autrement. Moi, j'ai énormément d'attentes et je le lâcherai pas toute la saison. J'ai énormément d'attentes sur le joueur. Je ne m'enflammerai pas sur 5 bons matchs de Badreddine Bonani. Peut-être que je l'ai fait. Peut-être que je l'ai fait l'année passée, etc. Là, je veux une saison régulière avec de la performance, avec des buts, avec des passes décisives. Au bout d'un moment, c'est un joueur qui a quand même une certaine expérience chez nous. Je veux qu'il arrive à franchir ce cap et je suis persuadé qu'il le peut sous Franck Hayes. Mais il ne faut pas non plus forcer avec le joueur si tout simplement, eh bien, il montre moins ou si devant lui c'est meilleur, voilà, tout simplement. Donc voilà les amis, j'espère que ce numéro vous a plu, hein, plus de 50 minutes d'enregistrement. Alors, c'est peut-être pas ce que vous préférez le plus en termes de modalité. Je préfère aussi, très franchement et très personnellement, qu'il y ait un échange et qu'on fasse le numéro avec des copains. Si je le fais, c'est par souci d'organisation et parce que j'ai pas pu faire mieux. Donc veuillez m'en excuser. J'espère que j'aurai été quand même intéressant pour vos oreilles et que vous avez à peu près la même lecture. Si d'ailleurs vous n'avez pas la même lecture que moi sur certains cas, sur certains faits de jeu, je pense qu'on a passé en revue voilà, l'essentiel. N'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. N'hésitez pas aussi eh bien, à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo et à mettre voilà, les petites étoiles sur les plateformes de podcast, etc. pour mettre en avant surtout, on va dire, le podcast. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour le prochain match de l'OGC Nice contre, je crois que c'est Le Havre. Et puis pour le Mercato, il y aura plein de choses à dire. Là, on arrive dans la dernière semaine. Donc écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, un bon début de semaine si vous écoutez ça eh bien lundi matin. Profitez bien, à très bientôt. Issa Nissa, ciao ciao.